On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal télévisé sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Le gouvernement provincial du Maniema décrète 3 jours de deuil provincial sur toute l'étendue de la province en mémoire des victimes du naufrage survenu sur le fleuve Congo le dimanche 28 juillet à Kambolé, près de la ville de Kindu. L'annonce a été faite par le gouverneur Moïse Moussa Kabouankoubi lors des funérailles publiques organisées le mardi 30 juillet, à l'issue desquelles 25 corps sans vie déjà repêchés ont été enterrés. Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Kinshasa et Kigali dans les conflits qui opposent l'armée congolaise et la rébellion du M23 appuyée par le Rwanda au Nord Kivu. Ce cessez-le-feu prendra effet à minuit le 4 août 2024. Ceci ressort de la deuxième réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda tenue en Angola. Des coups de feu ont été entendus dans l'avant-midi de mercredi 31 juillet 2024 sur l'avenue Ouvira, dans la commune de la Gombe, à la résidence du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila. D'après les images qui circulent sur les réseaux sociaux, des policiers commis à la garde de la résidence de Joseph Kabila ont fait usage des tirs pour repousser un groupe de jeunes identifiés comme appartenant à la force du progrès. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons ce journal avec le drame qui s'est produit dernièrement dans la province du Maniema, suite au tragique naufrage du dimanche 28 juillet sur le fleuve Congo qui a coûté la vie à de nombreux passagers, au moins 25 personnes. Le gouverneur de la province, Moussa Kabouankoubi, a décrété 3 jours de deuil provincial. Cette annonce a été faite, hier mardi 30 juillet 2024, lors des funérailles publiques organisées à Kindu, où 25 corps repêchés des eaux de lundi soir ont été inhumés. Commentaire de Otis Nyombo. Après le naufrage d'une baleinière, survenu dimanche dernier sur le fleuve Congo, ayant occasionné la mort de plusieurs personnes, le gouverneur de la province du Maniema, Moïse Moussa Kabouankoubi, a décrété mardi 30 juin un deuil provincial de 3 jours. Ce deuil consiste à compatir avec les familles éprouvées. Il intervient après l'exposition à la tribune centrale de Kindu, lundi dernier, des corps des victimes repêchés sur le fleuve. Les bilans provisoires fait état de 25 morts, dont 14 exposés, 7 descendus à l'Okando et 4 autres en mauvais état ont été enterrés les avant-midi. Pendant 3 jours, les drapeaux sur toute l'étendue de la province du Maniema vont rester en berne en guise de compassion, des soutiens et des réconforts envers les familles endeuillées. Depuis lundi, selon Moussa Kabouankoubi, une commission d'enquête a été mise en place. Son rapport est attendu pour établir les responsabilités dans ces drames et sanctionner ceux qui devront l'être. Changeons de chapitre à présent. Thérèse Kayikwamba, ministre des Affaires étrangères de la RDC, et Olivier Nduhungirehe, son homologue rwandais, ont rencontré le président angolais João Lourenço pour relancer le processus de paix de Luanda. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du processus de Luanda, un mécanisme diplomatique privilégié par la RDC pour parvenir à une paix durable dans la région. Suivez. Deuxième réunion ministérielle entre la RDC et la République du Rwanda, tenue le mardi 30 juillet 2024 à Luanda sous médiation de la République d'Angola, a débouché sur l'instauration d'un cessez-le-feu qui entrera en vigueur à partir de minuit, c'est 4 août 2024. Le cessez-le-feu convenu à Luanda sera contrôlé par un mécanisme de vérification ad hoc renforcé le matin. Avant les débuts de pourparlers, les délégations conduites par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont été reçues au palais présidentiel par le président angolais João Lourenço. La reprise de ces discussions intervient alors que le processus de paix de Nairobi est au point mort. La semaine dernière, le président congolais Félix Tshisekedi avait sévèrement critiqué la gestion de ces processus par son homologue kenyan William Ruto. Il y avait deux processus, celui de Nairobi impulsé par Uhuru Kenyatta
qui malheureusement a été mal géré par le nouveau président William Ruto. Le processus est quasiment mort, même si les facilitateurs désignés, Uhuru Kenyatta est resté. Le président Ruto a pris fait et cause pour le Rwanda, avait déclaré Félix Tshisekedi lors d'une discussion organisée par l'Initiative des sécurités en Afrique et l'Initiative de croissance en Afrique de Brookings. Les échanges à Luanda surviennent également à 3 jours de l'expiration de la prolongation de la trêve humanitaire décrétée à l'initiative du gouvernement américain qui souhaite profiter de cette prolongation pour faire avancer la feuille de route de Luanda. Pendant ces temps, des nouveaux combats ont opposé les rebelles du M23 RDF aux miliciens Wazalendo au village de Boussoukura dans le groupement Mutanda, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Selon des sources locales, les rebelles du M23 ont lancé l'attaque, mais elle a été rapidement repoussée par les Wazalendo. La semaine dernière, des combats avaient également opposé le M23 au Wazalendo dans la région de Kinyandoni-Ngwenda, groupement Bukoma dans la chefferie voisine de Bwisha, toujours dans le territoire de Rutshuru. Et le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilaine Nyembo, et le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, Bruno Lemarquis, ont conjointement procédé à la présentation du rapport des résultats du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable pour l'exercice 2023. Ce rapport annuel présente les résultats phares réalisés en 2023. Les détails dans cet élément. Partager le rapport des résultats du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable pour l'exercice 2023, c'est l'objectif de la rencontre qui a eu lieu le 30 juillet 2024. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement renouvelé du système des Nations Unies, celui de renforcer la redevabilité et la transparence de ses interventions vis-à-vis du gouvernement, de ses partenaires et du public en général. Ce rapport met en exergue les résultats atteints, fruit de la coopération entre la RDC et les Nations Unies par rapport aux objectifs fixés dans le cadre de coopération 2020-2024. Bruno Lemarquis, coordinateur résident du système des Nations Unies, indique que 2023 a été une année critique, marquée par des défis sécuritaires et humanitaires pour la RDC. En 2023 également, du fait de la dégradation de la situation sécuritaire, il y a eu aussi une dégradation de la situation humanitaire qui demeure dramatique. C'est, comme vous le savez, une crise les plus prolongées du monde, les plus graves, les plus complexes, les plus négligées, et moi j'ajoute depuis 6 mois maintenant, les plus tolérées au monde. Il y avait 6,8 millions de personnes déplacées internes fin 2023, et elles sont aujourd'hui 7,3 ou peut-être même plus, puisque à chaque, par exemple, avancée du M23, ce sont de nouveau des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Le pays accueille aussi de manière très solidaire et généreuse plus de 500 000 réfugiés et demandeurs d'asile de pays voisins. Dans son rapport annuel, le système des Nations Unies s'est focalisé sur 3 domaines de coopération avec les pays. Il s'agit de la consolidation de la paix, le respect des droits humains, la protection des civils, la cohésion sociale et la démocratie, la croissance économique inclusive et les développements durables et l'accès aux services sociaux de base et l'assistance humanitaire. Pour le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide humanitaire, le rapport de l'exercice 2023 du plan cadre de coopération permet aux uns et aux autres de prendre conscience des efforts déployés au cours de 5 dernières années. Guilaine Nyembo est revenu sur les indicateurs du nouveau programme quinquennal. Ce rapport constitue et ouvre la voie pour le renforcement de partenariats stratégiques pour des actions futures. Le rapport annuel du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable se veut bien plus encourageant qu'il ne paraît. Mieux, il se veut un aperçu des futurs possibles en matière de coopération entre notre pays et les systèmes des Nations Unies, tant il nous permet aussi bien conjointement que singulièrement pour chacune des parties de dégager les meilleures pratiques en vue de promouvoir le développement durable en République démocratique du Congo et ailleurs dans le monde.
Cette étape offre également l'opportunité, après 4 années de mise en œuvre du cycle de coopération 2020-2024, d'étirer les leçons permettant de réajuster la planification pour l'avenir et de présenter nos priorités pour 2024. Ces résultats rendus publics concernent toutes les entités des Nations Unies présentes en République démocratique du Congo. Et de son côté, le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement de la RDC, a réuni le mardi 30 juillet 2024 les différentes parties impliquées dans la mise en œuvre du mémorandum d'entente conclu depuis 2015 entre la RDC et le groupe néerlandais Damen Shipyard, spécialisé dans la construction navale et l'ingénierie, opérant dans 120 pays du monde. Jean-Pierre Bemba, qui tient à la mise en œuvre de ce mémorandum, a écouté toutes les parties afin d'élaborer des plans sérieux. Suivez. C'est depuis 9 ans que le mémorandum d'entente signé entre la RDC et le groupe néerlandais Damen Shipyard dans la construction navale souffre d'application. Pour y parvenir, le vice-premier ministre et ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement de la République démocratique du Congo a écouté le mardi 30 juillet 2024 toutes les parties prenantes afin de réaliser le projet de modernisation des équipements de transport fluvial et ferroviaire ainsi que des chantiers navals en RDC. Pour le directeur général de la régie de voies fluviales, cette rencontre initiée par le ministre de Transport démontre la volonté du gouvernement d'améliorer le transport en formant aussi les agents locaux dans l'entretien et maintenance des équipements de modernisation. Nous avons ressenti dans lui la volonté de pouvoir pousser rapidement pour que ce mémorandum puisse entrer en vigueur afin que la société puisse revenir auprès des établissements et des entreprises pour qu'on fasse un plan sérieux et effectif afin que y ait une certaine modernisation par rapport non seulement aux unités flottantes, donc si je parle des bateaux, mais également aux voies ferrées, mais ensuite aux bateaux baliseurs et aussi aux chantiers navals, parce que les grands problèmes que l'Excellence a pu relever dans notre pays, c'est que oui, il y a acquisition de matériel, parfois qui coûte très très cher à la République, mais 1, 2 ans, 3 ans après, le matériel tombe en panne. La vision de la firme Damen Shipyard est de moderniser la construction navale. Elle a déjà fait ses preuves dans 120 pays. My vision is that I see very good possibility. Dans sa vision, il voit une très grande opportunité de renforcer ou de faire renaître le transport fluvial et maritime en République démocratique du Congo. Il a été renewal of the fleet and the industry. Après les informations fournies au vice-premier ministre et ministre de Transport, il ne reste que les plans pour mettre en place ce projet. Est une entreprise opérant au niveau mondial avec plus de 50 chantiers navals, chantiers de réparation et entreprises connexes, ainsi que de nombreux chantiers partenaires qui peuvent construire les navires Damen localement. Et dans le reste de l'actualité, véhicules endommagés et appartements détruits, tel est le constat fait après les affrontements entre les forces de l'ordre et de jeunes identifiés comme les membres de la Force du Progrès ce mercredi 31 juillet 2024 dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Et c'est la suite à un conflit immobilier opposant l'Israélien Shimon Ophir et le Congolais Kabamba Mulumba dit Kamoul Inter. Ces jeunes ont tenté aussi de vandaliser la résidence de l'ex-président Joseph Kabila située dans les environs, mais la police les a maîtrisés. Suivez. La force du progrès, menace la résidence, je l'aime. C'est dans l'avant-midi de ce mercredi 31 juillet 2024 que des tirs ont été entendus sur l'avenue Ouvira dans la commune de la Gombe. Selon des témoins sur place pendant les faits, des jeunes identifiés comme membres de la Force du Progrès se sont livrés à des actes de vandalisme suite à un conflit immobilier opposant un Congolais du nom de Kabamba Mulumba et l'Israélien Shimon Ophir. La situation a dégénéré menant à des échauffourées près de la résidence de l'ex
l'ex-président Joseph Kabila. Ce jeune, initialement engagé pour déloger les occupants des appartements, ont fini par se replier vers la résidence de Joseph Kabila, acculé par la police. La police a poursuivi les jeunes qui ont ensuite affronté la garde de sécurité de la résidence de l'ancien président. Plusieurs arrestations ont été effectuées à la suite de ces affrontements. Les jeunes auraient pillé 30 des 35 appartements de l'immeuble, causant des dommages considérables. Selon l'ex-première dame présente lors des faits, ces personnes auraient été envoyées pour l'éliminer physiquement. On les a envoyés soi-disant pour venir m'éliminer physiquement ici. Ils étaient un nombre de combien? Bon, je ne sais pas estimer ils étaient un nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les images, les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle. Et puis, avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, selon moi et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. À noter que les diplomates dont les véhicules ont été endommagés, ainsi que plusieurs familles de la diaspora en vacances, ont également été affectées. Une famille a déclaré avoir perdu $6 000 dans le pillage. Ce conflit s'inscrit dans une longue bataille judiciaire. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu où, en marge de son séjour à Goma, le ministre des Mines Kizito Pakabomba a conféré ce mercredi 31 juillet avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Ces échanges ont tourné autour de la problématique de traçabilité des minéraux et les climats des affaires. Vini Gali Junior pour les détails. En séjour dans la ville touristique de Goma, le ministre congolais en charge des mines a présenté ses civilités au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, ce 31 juillet 2024. Kizito Pakabomba apporte un message de soutien au Nord Kivusien émanant du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et du gouvernement souminois. Le gouvernement congolais ne va pas abdiquer devant la guerre d'agression, a-t-il déclaré. C'est un drame que le peuple vit. Ici au Nord Kivu, solidarité de l'ensemble du gouvernement, je dirais de Madame la Première ministre, ainsi que la volonté claire et bien exprimée du chef de l'État, commandant des forces armées, de soutenir et de mettre un terme le plus rapidement possible à cette activité et cette invasion qui nous est imposée par les voisins, Rwanda, au travers de son supplétif, le M23. Sa mission s'inscrit également dans le cadre de la traçabilité des minéraux, le climat des affaires et la mobilisation de recettes. Pour ce qui concerne du secteur minier, nous avons abordé les aspects de traçabilité, parce que la guerre nous imposée a comme source principalement le pillage des ressources naturelles de la RDC. Donc nous avons abordé les aspects de traçabilité, mais également les aspects de climat des affaires, qui est important parce que dans ces moments difficiles, la province a le besoin toujours de continuer à mobiliser des recettes. Le ministre des Mines a été accueilli à l'aéroport international de Goma par le conseiller principal du gouverneur en charge des mines, M. Ruyangen Djogo, qui l'a accompagné aux côtés du gouverneur à diverses descentes sur.
Et le personnel de l'inspection générale du travail, comprenant inspecteurs, contrôleurs et agents administratifs nouvellement recrutés par le gouvernement congolais, ont manifesté ce mercredi 31 juillet dans différents coins du pays. Ceux de Bukavu dans la province du Sud Kivu ont effectué une descente au gouvernorat de cette province où ils ont déposé un mémo. Ils réclament la prise en charge totale des agents, dont les paiements de leurs primes de fonctionnement et des motivations. Josie Massiala nous en dit plus. Ces manifestants, composés des contrôleurs et agents administratifs du travail nouvellement recrutés, ont pris d'assaut le gouvernorat de la province du Sud Kivu pour faire entendre leur voix. Ces agents de l'administration publique revendiquent leur prise en charge complète, dont le paiement des 10 mois d'arriérés de salaire, ainsi que le prime de fonctionnement et motivation, conformément aux instructions données par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors du 131e Conseil des ministres du 29 mars 2024 du gouvernement Sama II. Les nouveaux recrues n'ont jamais touché à leur salaire depuis leur recrutement étant agents de l'inspection générale du travail, intervenus lors du concours organisé par le ministère du Travail et Prévoyance sociale et le ministère de la fonction publique. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'exercice des droits et libertés fondamentaux garantis par l'article 26 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et pour finir, un feu fou a été visible sur la station Service Station au Kivu, SSK, ex-SPACO, à l'entrée de l'ISDR et non loin de l'hôpital général de référence de Bukavu dans le quartier Kafu, commune de Kadutu à Bukavu dans le sud Kivu. L'incendie s'est déclenché probablement après une utilisation d'une cigarette ou un téléphone par un conducteur d'un véhicule venu charger du carburant pour les comptes d'une société minière. Suivez. Un incendie s'est déclaré le mardi 30 juillet dans une station de service près de l'hôpital général de Bukavu dans la commune de Kadutu. Le bilan provisoire est de 3 personnes grièvement blessées, 2 maisons, 2 véhicules et 2 motos calcinées. Des témoins rencontrés sur le lieu du drame racontent que le feu est parti d'un camion qui chargeait de bidons d'essence à l'intérieur de la station. Le feu s'est étendu rapidement sur 2 maisons de commerce situées en face de l'autre côté de la route. La flamme, accompagnée d'une fumée intense, a interrompu la circulation sur la route nationale numéro 2. Un conducteur de taxi-moto qui a tenté de traverser en bravant la flamme a été grièvement brûlé. Il a été admis à l'hôpital général de Bukavu avec 2 autres victimes collatérales. Aussitôt informé, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Sediki Peroussi, était descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation. La proximité entre la station et l'hôpital général des références de Bukavu a sémé la panique. Plusieurs malades se sont évadés, dont la plupart figurant dans la catégorie des malades guéris, mais qui sont restés maintenus à l'hôpital faute d'argent pour honorer leurs factures médicales. Le service de sécurité interne de l'hôpital déclare qu'il s'est retrouvé face à une foule qui a eu du mal à maîtriser. La situation est redevenue normale grâce au camion anti-incendie de la commune de Kadutu qui a effectué 2 tours successifs avant de maîtriser l'incendie. À présent, place au rappel des titres. Le gouvernement provincial du Maniema décrète 3 jours de deuil provincial sur toute l'étendue de la province en mémoire des victimes du naufrage survenu sur le fleuve Congo le dimanche 28 juillet à Kambolé, près de la ville de Kindu. L'annonce a été faite par le gouverneur Moïse Moussa Kabouan-Koubi lors des funérailles publiques organisées le mardi 30 juillet, à l'issue desquelles 25 corps sans vie déjà repêchés ont été enterrés. Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Kinshasa et Kigali dans les conflits qui opposent l'armée congolaise et la rébellion du M23 appuyée par le Rwanda au Nord Kivu. Ce cessez-le-feu prendra effet à minuit le 4 août 2024. Ceci ressort de la 2e réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda tenue en Angola.
Des coups de feu ont été entendus dans l'avant-midi de mercredi 31 juillet 2024 sur l'avenue Ouvira, dans la commune de la Gombe, à la résidence du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila. D'après les images qui circulent sur les réseaux sociaux, des policiers commis à la garde de la résidence de Joseph Kabila ont fait usage des tirs pour repousser un groupe de jeunes identifiés comme appartenant à la force du progrès. Voilà, ce journal est complètement terminé. Retrouvez Rontaluela demain à 19h pour la grande édition du journal. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Bonsoir chez vous.